Pour introduire cette vidéo, j'aimerais vous parler des représentations au cours de l'histoire concernant le cœur. Pendant très longtemps, nous avons pensé que le cœur était le centre de l'intelligence, de la pensée et des émotions. Il était tout simplement le centre de notre être. Par exemple, dans la mythologie égyptienne, le défunt devait passer l'épreuve du jugement de l'âme. Et pour ce faire, le défunt devait tout simplement placer son cœur sur un des deux plateaux de la balance. L'autre plateau, on y plaçait une plume de Math qui était une déesse qui représentait la justice. Si la balance restait en équilibre, le défunt pouvait prétendre à la vie éternelle. Si en revanche le cœur était plus lourd que la plume de Math, le défunt se faisait tout simplement manger par une créature ignoble. Alors bien sûr, au fil des années et avec les progrès de la médecine, cette idée que nous avons du cœur va peu à peu s'atténuer pour laisser place à l'idée que nous avions actuellement du cœur, c'est-à-dire que c'est tout simplement une pompe qui éjecte le sang. Mais tout ce que je vous ai dit pour le moment n'explique pas ceci. Et je pense que vous êtes très curieux de savoir d'où ça vient. Alors nous ne savons pas actuellement quand et par qui cette forme géométrique a été créée. Dans la Grèce antique, ce symbole était tout simplement une feuille de lierre. Ce lierre était représenté avec des vignes sur les poteries et les vases de l'Antiquité grecque pour représenter le dieu Dionysos. Et le lierre était réputé pour sa longévité et son amour durable. Également chez les Vikings, ces derniers utilisaient un M arrondi pour se rappeler leur promise. Et les deux extrémités du boc ont commencé par se rapprocher tout doucement pour former le symbole qu'on connaît actuellement. D'autres personnes associent la forme du cœur à la graine de Silphium, qui est une plante qui est apparemment disparue aujourd'hui. Notons que ce symbole est présent sur les pièces en argent de Cyrène, qui est une ancienne civilisation grecque datant de 700 avant Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge que ce symbole fut associé à notre cœur. Et pour tous ceux qui se demandent d'où vient la couleur rouge, cela fait référence tout simplement à notre sang. Avant de commencer, rappelons tout simplement où se situe le cœur. Alors le cœur se situe dans la cage thoracique entre les deux poumons, comme vous pouvez voir ici. Avant de passer à la prochaine partie, il est important que vous preniez connaissance de la configuration et de la structure du cœur, sans aller trop dans les détails, car c'est justement, comme je l'ai dit précédemment, le but de la prochaine partie. Par où vais-je commencer? Alors, le cœur est composé de deux parties, une partie droite et une partie gauche. Dans la partie droite, nous retrouvons l'oreillette droite et le ventricule droit. Dans la partie gauche, l'oreillette gauche, le ventricule gauche. L'oreillette droite et le ventricule droit communiquent par la valve tricuspide. L'oreillette gauche et le ventricule gauche communiquent par la valve bicuspide ou encore appelée valve mitrale. Il y a également deux autres valves, la valve aortique et la valve pulmonaire. Comme vous vous en doutez, le cœur possède beaucoup de tuyauteries, comme par exemple les veines caves inférieures et supérieures, les artères pulmonaires droite et gauche, les veines pulmonaires droite et gauche, ainsi que l'aorte. Il y a également d'autres artères comme les artères coronaires droite et gauche, encore une fois, ou le sinus coronaire, plutôt et le sinus coronaire, ça sonne mieux. Mais on va pas les étudier tout simplement parce que c'est beaucoup trop précis. Maintenant, la partie suivante, le fonctionnement du cœur. Donc le sang désoxygéné, je rappelle que désoxygéné ça veut dire pauvre en oxygène, arrive dans l'oreillette droite du cœur par l'intermédiaire des caves supérieures pour la partie supérieure du corps, des veines caves inférieures pour la partie inférieure du corps et du sinus coronaire. Alors une fois que le sang désoxygéné est bien arrivé dans l'oreillette droite, un mécanisme automatique va se mettre en place, c'est-à-dire qu'un petit amas de cellules nerveuses que l'on nomme nœud sino-auriculaire situé juste au-dessus de l'oreillette droite, va commencer à émettre des impulsions électriques dans l'oreillette droite, ce qui va avoir pour effet de une, de contracter l'oreillette et de deux, d'ouvrir la valve tricuspide pour que le sang passe de l'oreillette droite au ventricule droit. Suite à ce transfert, un deuxième amas de cellules nerveuses va lui aussi émettre une impulsion électrique, mais cette fois dans les ventricules. Il se nomme le nœud auriculo-ventriculaire, tout simplement parce qu'il est situé entre les oreillettes et les ventricules, c'est tout bête. Il va émettre cette impulsion électrique par l'intermédiaire du faisceau de His et du faisceau de Purkinje. Stop, je voudrais juste vous parler quelques minutes de Jan Evangelista Purkinje. Jan Evangelista Purkinje est né en 1787 à Libochovice et il est mort en 1869 à Prague. Alors c'était un anatomiste et un neurophysiologiste
check auquel on doit un bon nombre de découvertes. Mise en évidence des glandes sudoripares produisant la sueur. Mise en évidence des tubes séminifères, lieu de la spermatogenèse. Classification des empreintes digitales en 9 formes fondamentales, qui est très proche de la classification qu'on utilise encore actuellement, pour vous dire une idée. Il a fait aussi beaucoup d'études concernant l'œil humain, notamment ce que l'on appelle l'effet Purkinje, mais ça on le verra précisément dans un autre épisode. Il a aussi découvert un tas d'autres choses, mais j'aurai pas le temps de tout expliquer et de tout dire, donc on en parlera dans une prochaine vidéo tout simplement. Ah oui, pour la petite info gratuite, le gars parlait quand même 13 langues différentes, donc vous voyez que le mec était très loin d'être un âne. Donc c'est un réseau qui s'étend dans les ventricules, hein, d'accord, on touche plus les oreillettes, là c'est les ventricules. Alors cette impulsion électrique va avoir plusieurs effets. De une, elle va fermer la valve tricuspide. De deux, elle va ouvrir la valve pulmonaire pour que le sang puisse être éjecté au poumon droit et gauche. Et ensuite, comme je viens de le dire juste avant, l'impulsion électrique va émettre une contraction sur le ventricule pour que le sang puisse être éjecté dans les veines pulmonaires droite et gauche pour que le sang puisse être réoxygéné dans les poumons droit et gauche. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer comment les poumons s'y prennent pour réoxygéner le sang, car ça fera tout simplement l'objet d'une autre vidéo concernant le système respiratoire. Une fois que les poumons ont réoxygéné le sang, il va pouvoir directement l'envoyer dans l'oreillette gauche par l'intermédiaire des veines pulmonaires droite et gauche. Une fois que le sang riche en oxygène est bien arrivé dans l'oreillette gauche, le même nœud, c'est-à-dire le nœud sino-auriculaire qui s'utilise sur l'oreillette droite, je vous rappelle, va émettre une impulsion électrique pour ouvrir la valve mitrale et faire basculer le sang de l'oreillette gauche au ventricule gauche, tout simplement. Pour conclure, quand le sang riche en oxygène est bien arrivé dans le ventricule gauche, le nœud auriculo-ventriculaire va émettre une impulsion électrique dans le ventricule qui va avoir plusieurs effets comme précédemment, c'est-à-dire il va fermer la valve bicuspide ou mitrale, ça dépend comment vous voulez l'appeler, il va ouvrir la valve aortique et il va contracter le ventricule pour que ce dernier puisse expulser le sang dans l'aorte, donc dans la crosse aortique pour être plus précis, et pour que ce sang puisse être distribué dans l'organisme. Une fois expulsé dans l'aorte, ce sang va être distribué dans l'ensemble des tissus et des cellules de l'organisme. Il va y donner de l'oxygène et il va y récupérer le CO2. Une fois que ce sang est redevenu pauvre en oxygène et riche en CO2, il va revenir dans l'oreillette droite par les veines caves supérieures et inférieures et le cycle redémarre. Et maintenant, quelques informations plus ou moins utiles mais toujours sympas à savoir concernant le cœur. Le nœud sino-auriculaire émet une impulsion électrique sur les deux oreillettes et en même temps, simultanément, c'est-à-dire que les deux oreillettes vont commencer à se contracter en même temps et vont déverser leur sang de l'oreillette droite au ventricule droit, de l'oreillette gauche au ventricule gauche en même temps. De même, le nœud auriculo-ventriculaire va émettre une impulsion électrique par le faisceau de His et le réseau de Purkinje sur les deux ventricules en même temps. C'est-à-dire que le ventricule droit expulsera son sang vers les poumons, le ventricule gauche l'expulsera dans le reste de l'organisme, mais il faut bien vous mettre dans l'idée que tout ça, ça se fait simultanément. Ce que vous devez savoir également, c'est que quand le nœud sino-auriculaire va émettre une impulsion électrique dans les deux oreillettes, le nœud auriculo-ventriculaire va émettre son impulsion électrique seulement 0,07 secondes après la précédente impulsion. Alors pourquoi 0,07 secondes? Parce que, accrochez-vous bien, c'est tout simplement le temps que le sang prend pour passer de l'oreillette au ventricule. A noter que le ventricule gauche est légèrement plus volumineux que le ventricule droit, pour la simple et bonne raison que le ventricule gauche doit expulser son sang dans tout l'organisme, alors que le ventricule droit expulse son sang exclusivement aux poumons. En ce qui concerne les pulsations, l'Organisme mondial de la santé, l'OMS, a mentionné qu'un cœur sain bat en moyenne entre 60 et 80 fois par minute. Alors bien sûr, ces chiffres ne sont pas applicables à tout le monde, comme par exemple les sportifs de haut niveau qui ont un cœur qui a tendance à battre plus lentement. Le cœur bat en moyenne 100 000 fois par jour et 2 milliards de fois dans une vie. Pour percevoir cette pulsation qui est l'onde provenant du ventricule gauche quand celui-ci expulse son sang dans l'aorte qui va ensuite être distribué dans l'ensemble de l'organisme, il vous suffit de positionner vos deux doigts soit sur votre poignet, soit sur votre cou. Vous allez sentir un battement à intervalles réguliers
Et pour mesurer cette pulsation, il vous suffit tout simplement de compter le nombre de battements que vous percevez pendant 15 secondes. Ensuite, le nombre que vous avez, vous le multipliez par 4. Je vais prendre un exemple, j'ai perçu 17 battements en 15 secondes. 17, je le multiplie par 4, ça fait 68. J'ai donc 68 battements par minute. Vous souvenez-vous quand je vous ai dit au début de la vidéo qu'avant nous avions une certaine vision du cœur que nous n'avons plus actuellement? C'est-à-dire qu'avant nous pensions que le cœur était le centre des émotions, de l'âme, etc., etc. Et que maintenant nous savions que c'est notre cerveau qui gère tout ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que des chercheurs actuellement sont en train de secouer ces fondements. C'est-à-dire que des chercheurs ont découvert que le cœur possédait un système nerveux indépendant composé d'à peu près 40 000 neurones. Il semblerait que notre cœur puisse prendre des décisions et passer à l'action indépendamment du cerveau et qu'il puisse également apprendre, se souvenir et encore percevoir. Tout ceci n'est encore qu'une théorie parmi tant d'autres et rien n'a encore été précisément identifié. Et je terminerai cette vidéo par une citation de Victor Hugo. L'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit, le cœur s'enrichit de ce qu'il donne.